Alassane Ouattara fait l'éloge de la bonne entente entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il s'est exprimé à son arrivée pour un sommet à Ouagadougou. Au Nigeria, les dignitaires de l'ethnie Kanouri exhortent les djihadistes à négocier avec le gouvernement pour mettre un terme à leur insurrection sanglante. Décès lors d'une bousculade au stade Demba Diop à Dakar au Sénégal. Le procureur s'exprime dans ce journal. La campagne pour les élections générales kenyanes du 8 août ont débuté depuis le 28 mai dernier. Les Kenyans sont appelés aux urnes pour la présidentielle, les législatives et aussi pour le renouvellement des assemblées locales. Le duel s'annonce indécis entre le président sortant Uhuru Kenyatta et son rival historique Raila Odinga. Mombasa a accueilli le président venu avec plein de promesses pour des Kenyans réceptifs à son message. Je vous invite à venir avec moi en août prochain. Faisons ce voyage ensemble parce que nous avons une raison de le faire. Nous savons qu'au cours des 4 dernières années, nous avons enregistré d'énormes succès pour les Kenyans. Je veux voir comment nous pouvons améliorer la vie des Kenyans et améliorer l'économie. Nous ne discriminons personne. Nous n'avons aucun problème avec quiconque. Tout ce que nous voulons, c'est que les Kenyans restent unis. La commission électorale a promis des sanctions contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à la violence au cours de cette campagne afin que le Kenya organise des élections libres, crédibles et transparentes en août prochain. Des violences ont en effet déjà été signalées dans les comtés de Kisumu, Baringo et Kiambu la semaine écoulée. Pour ce scrutin, la commission électorale a enregistré 8 candidats à la présidence et reçu environ 10 000 candidatures au poste de parlementaire, gouverneur et membre des assemblées locales. Les deux principales formations, le Jubilee de l'actuel président, qui briguera donc un nouveau mandat, et la National Super Alliance NASA, menée par Raila Odinga, ont tous deux promis gagner la présidentielle dès le premier tour. Lors d'une conférence de presse à Mogadiscio en Somalie, le ministre des Télécommunications a déclaré que le problème technique qui a interrompu la connexion Internet est résolu et que le service a maintenant repris. Dans la capitale Mogadiscio, la nouvelle du retour d'Internet a été accueillie avec enthousiasme par la population. Nous étions dans l'obscurité pendant environ 22 jours de panne d'Internet dans toute la ville. Cela a eu un grand impact sur les médias parce que les gens ne pouvaient pas envoyer de sujets vidéo. Ils ont également eu un impact sur les télécommunications. Nous avons été gravement touchés par la panne d'Internet. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous célébrons parce que l'Internet est de retour. Alors je dis aux gens de se joindre à moi lors de cette célébration. Cette interruption qui a duré 3 semaines s'était traduite par des pertes économiques estimées par le gouvernement à 10 millions de dollars par jour, soit 9 millions d'euros. Pendant cette période d'environ 3 semaines, le pays a subi des pertes économiques qui ont touché toutes les différentes parties du peuple, comme le commerce, l'éducation, la santé et les services gouvernementaux. La plupart des 6,5 millions d'habitants du sud et du centre de la Somalie avaient vu leur accès à Internet coupé quand un porte-conteneur dont l'encre avait rompu le principal câble optique reliant la Somalie au reste du monde. L'accident de train de la Camrail a fait au moins 79 morts et 600 blessés au Cameroun en octobre 2016. Plus de 8 mois après le drame, DCK, la maman d'Angèle, 78 ans, est en phase de rééducation après une opération et d'interminables soins.
Elle ne peut plus rien faire. Lors de l'accident, elle avait eu un déboîtement aux os. Ses pieds sont déformés, raconte sa fille. Camoril, filiale locale du groupe Bolloré, dont la responsabilité dans l'accident a été établie par une enquête officielle, lui a fait une offre d'indemnisation, mais sa fille estime qu'elle n'est pas convenable. Le 23 juin, Camoril a dénoncé l'attitude et les pratiques de certains agents et collectifs d'avocats qui, agissant à des fins mercantiles, bloquent toute discussion d'indemnisation alors que la controverse enfle au Cameroun autour de cette question. Le plus grand collectif d'avocats constitué pour défendre des victimes de l'accident de train a immédiatement réagi, indiquant que la compagnie ferroviaire veut imposer une indemnisation représentant 9,4% de la répartition intégrale des rescapés et victimes. Composé de 3 avocats camerounais entourés de plusieurs spécialistes, ce collectif s'occupe de 171 dossiers. Pour 54 dossiers traités, il a chiffré à 1,8 milliard de francs CFA le montant des indemnisations, mais Cameroun a fait une contre-proposition de 171 millions de francs CFA. Un second collectif d'avocats gérant 61 dossiers est quant à lui récemment parvenu à un accord d'indemnisation des ayants droit de 5 familles de décédés. Mais le plus grand collectif d'avocats des victimes estime que la compagnie ferroviaire a usé notamment de ruses pour passer des accords avec certaines victimes. Une petite quarantaine de personnes étaient présentes à la manifestation organisée par le mouvement des sans-terre en Afrique du Sud pour se plaindre de leurs conditions de logement et de travail. Les actions qu'on a mises en place vont faire pression sur le gouvernement pour qu'il satisfasse nos demandes pour les logements et des emplois décents, mais aussi pour une éducation libérée du colonialisme. Since 96, I was applied for the house. I didn't. Depuis 1996, je demande à avoir une maison et je ne l'ai jamais eue. Nous sommes toujours sur la liste d'attente. On voit pourtant plein de maisons construites par le gouvernement ici, mais nous, on n'a rien. C'est vraiment triste d'avoir mon âge et de ne pas avoir de maison, surtout quand on a beaucoup d'enfants comme moi. To be old like me, to don't have a house, and I have many kids. Give us the... Donnez-nous des maisons. Nous n'attendrons plus maintenant. Un point, c'est tout. Mais donnez-nous des maisons, car l'attente pour nous, c'est fini. is enough. Les manifestants ont également fait part de leur mécontentement sur la politique de l'ANC, le parti au pouvoir, et de son Reconstruction and Development Programme. La manifestation prévue jeudi prochain à Al-Hoceima au Maroc a été interdite par les autorités ce lundi. Cet appel à manifester avait été lancé par le leader de la contestation Nasser Zefzafi avant son arrestation fin mai par la police. Et pour justifier ce refus, la préfecture a déclaré que les autorités locales n'ont reçu aucune déclaration de manifestation. À cet effet, la préfecture a appelé les organisateurs potentiels à se conformer à cette décision et prévenu que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour son application. Mais selon ces organisateurs, cette marche pacifique était organisée, notamment pour exiger la libération des prisonniers de la contestation, protester contre la répression et maintenir le combat populaire contre le pouvoir. Pour rappel, la province d'Al-Hoceima a été le théâtre de nombreuses manifestations depuis la mort fin octobre 2017 d'un vendeur de poissons broyé accidentellement dans une benne à ordures. Et les manifestations visent à exiger le développement d'une région historiquement frondeuse que ses habitants jugent marginalisée. Adnan Remal a reçu en juin le prix du public de l'Office européen des brevets. Le chercheur marocain espère contribuer à la lutte contre le fléau mondial des germes résistants. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la résistance aux antibiotiques constitue une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. C'est la raison pour laquelle Remal a conçu des antibiotiques dopés aux huiles essentielles. Pour y arriver, il a imaginé une solution inspirée de la tradition marocaine d'utilisation médicinale des plantes. Le génie, je dirais, de notre travail, c'est que nous, on n'a pas essayé de créer ou de synthétiser ou de chercher dans la nature de nouveaux antibiotiques. On a pris les antibiotiques qui existent parce qu'ils ne sont pas mauvais, ces antibiotiques, ils sont bons. Sauf que, à force de les utiliser mal,
on développe de la résistance. Avec ces antibiotiques, on a ajouté des molécules naturelles provenant des huiles essentielles et on a mis au point une méthode qui les oblige à interagir entre eux quand on les mélange. Donc, une fois qu'ils interagissent, ils créent une nouvelle entité moléculaire, une nouvelle molécule, et cette nouvelle molécule, elle n'est pas reconnue par le système de résistance chez les bactéries. Nous avons comme vocation de lutter contre les problèmes microbiologiques qui peuvent nuire aux éleveurs, donc à la production des éleveurs. Comme vous le savez très bien, la plupart des éleveurs, ou bien la majorité, utilisent des antibiotiques pour lutter contre, ou bien comme facteur de croissance dans les aliments de bétail. Sa découverte a été brevetée en 2014 par l'Office européen des brevets. Les essais cliniques ont débuté en 2016 et des tests complémentaires sont en cours. Le biologiste, qui a signé un contrat avec un laboratoire pharmaceutique marocain, espère obtenir fin 2017 l'autorisation de mise sur le marché dans le royaume. Adnan Remal et son équipe ne comptent pas s'arrêter là. Des brevets sont en attente de publication pour d'autres produits à destination agricole. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer l'industrie américaine et montrer des produits incroyables venus des 50 États, fabriqués aux États-Unis. Vous vous rappelez du bon vieux temps quand c'était fabriqué aux États-Unis, fabriqué en Amérique? Nous sommes ravis d'être accompagnés aujourd'hui par tant de membres de mon gouvernement. Chaque membre de mon gouvernement partage le même but, offrir une situation équitable aux travailleurs américains et aux entreprises américaines. Arrêté le 5 juillet dernier aux côtés de 2 formateurs, dont un Suédois et un Allemand, 6 militants turcs des droits de l'homme, dont la directrice d'Amnesty pour la Turquie, ont été maintenus en détention sur décision du tribunal. Une décision que l'ONG qualifie de choc en simulacre de justice. Les militants sont accusés de commettre un crime au nom d'une organisation terroriste sans en faire partie. Or, pour les autorités turques, l'expression organisation terroriste désigne le plus souvent les partisans du prédicateur Fethullah Gülen, accusés d'avoir fomenté le putsch manqué du 15 juillet 2016, ou les séparatistes kurdes du PKK. Les 2 formateurs étrangers qui étaient en Turquie pour animer un atelier numérique figurent parmi les personnes maintenues en détention. La semaine dernière, le président Recep Tayyip Erdogan avait publiquement accusé les militants arrêtés de mener des activités s'inscrivant dans la continuité du putsch du 15 juillet sans autre précision. Notons que l'interpellation des militants des droits de l'homme a suscité l'inquiétude des partenaires occidentaux d'Ankara.